Dans le dernier épisode, nous avons exposé l'effet de levier caché au sein du système bancaire moderne. Un système bâti sur la dette, la confiance et l'espoir fragile que les déposants ne retireront jamais tous leur argent en même temps. Mais que se passe-t-il lorsque cet espoir s'effondre? La plupart des gens imaginent une crise à l'ancienne, comme en 2008. Les gouvernements se précipitent, les contribuables perdent la facture, les dépôts sont protégés à tout prix. Mais c'était l'ère des sauvetages publics des banques, les bail-outs. Les pertes privées avaient été socialisées, la dette publique avait explosé et l'inflation couvait sous la surface. Mais une fois le calme revenu, quelque chose avait changé, discrètement, légalement, globalement. Une nouvelle doctrine a été inscrite dans la loi, un renversement du manuel de 2008, une doctrine conçue pour protéger les gouvernements et déplacer le fardeau ailleurs. On appelle cela un renflouement interne, ou bail-in en anglais. Et contrairement à un bail-out, où l'argent afflue vers une banque en difficulté, un bail-in agit à l'intérieur de la banque, utilisant les fonds déjà présents pour absorber les pertes. Peu de gens le réalisent, mais dans le droit bancaire moderne, votre dépôt n'est pas traité comme votre argent. C'est un passif au bilan de la banque, un passif qui peut être légalement gelé, déprécié ou converti en action bancaire en cas de crise. Et tout cela peut arriver pendant que la banque reste ouverte. Pas de file d'attente interminable, pas de porte close, pas d'effondrement spectaculaire, juste une restructuration interne silencieuse, où les épargnants, et non les contribuables, absorbent les pertes. Ce système, impulsé par le Conseil de stabilité financière ou CSF, et intégré dans les législations de la quasi-totalité des grandes économies, donne aux régulateurs des pouvoirs extraordinaires. Il s'agit de faire supporter les pertes aux déposants via leurs dépôts, afin de sauver des institutions financières en difficulté. En effet, dans la hiérarchie des créanciers, vous en faites partie. Si la banque à réserve fractionnaire était l'effet de levier caché que nous avons découvert dans l'épisode 4, les renflouements internes ou bail-in sont le risque caché. Dans cet épisode, nous allons exposer comment fonctionnent réellement les bail-in, où ils ont déjà été testés et ce qui arrive vraiment à votre argent lorsque la confiance s'effrite. Cette vidéo fait partie de la série « Votre argent à la banque n'est pas le vôtre » sur cette chaîne. Une petite précision avant de poursuivre. Cette chaîne est désormais dédiée à la version française de cette série. Si vous cherchez la version anglaise, vous la trouverez sur notre chaîne sœur, BFR Consult, le lien est juste en dessous. Et maintenant, on continue. Yann partage avec vous ses recherches. Après la crise de 2008 et les bail-outs, des milliers de milliards ont été mobilisés pour sauver les banques du monde entier, plutôt que les citoyens. Pour mon ami et moi, c'était foncièrement injuste, un système entièrement truqué. Après notre plongée en profondeur dans la création du crédit bancaire lors du dernier épisode, une question ne cessait de nous revenir. Comment empêcher que ce chaos de renflouement, financé par les contribuables, ne se reproduise? Cette question nous a entraînés dans un autre piège encore plus sombre. Poursuivant notre approche de groupe de réflexion, nous avons passé des mois à éplucher chaque article de législation financière obscure, chaque document universitaire et chaque communiqué du G20 que nous pouvions trouver, déterminés à comprendre les nouvelles règles du jeu. Nous ne cherchions pas une solution rapide, nous cherchions l'architecture du nouveau système. C'est alors que nous sommes tombés sur le Conseil de stabilité financière, ou CSF. Il a été créé lors de la réunion du G20 en 2009. Ça sonnait bureaucratique, insignifiant. Mais plus je creusais, plus je réalisais que ce n'était pas une banque ou un gouvernement. C'était l'architecte du nouveau système. C'était l'organisme mondial qui a créé la loi, qui a tout changé. En 2012, les dettes massives du Royaume-Uni, des États-Unis et de la zone euro ont confirmé la fragilité extrême du système. Les 20 nations les plus puissantes n'allaient pas empêcher les banques de faire faillite. Elles changeaient simplement qui allait en faire les frais.
Et le nom du nouveau jeu. Les renflouements internes, bail-in. La mission du Conseil de stabilité financière, CSF, était de mettre fin au problème du Too Big to Fail, TBTF, qui, de mon point de vue, était essentiellement un problème de chantage économique que le CSF a qualifié avec douceur de risque moral. En effet, après 2008, certaines banques ont été identifiées comme TBTF. Au cours de nos recherches, nous avons découvert que le système financier était devenu monstrueux. Une banque comme Anglo-Irish Bank, AIB, par exemple, avait des actifs 6 fois supérieurs à l'ensemble du PIB de l'Irlande. Et ce n'était pas la seule. Un bon nombre de banques sont devenues si énormes qu'il est devenu impensable pour les gouvernements de les laisser s'effondrer. Les gouvernements étaient confrontés à 2 choix impossibles. A. Laisser ces grandes banques faire faillite et risquer l'effondrement de l'économie mondiale. Ou B. Utiliser l'argent des contribuables, fonds publics, pour sauver ces institutions défaillantes qui s'étaient livrées à des instruments financiers risqués, ce que Warren Buffett a célèbrement appelé des armes de destruction massive financière. En fin de compte, nous sommes entrés dans un scénario catastrophique où les banques ne pouvaient plus se faire confiance, mais certaines étaient tout simplement trop grandes pour être autorisées à faire faillite. Le choix de gouvernance était donc l'option B, le renflouement que nous mentionnons brièvement à la fin de l'épisode 4. En effet, en choisissant l'option B, les gouvernements se sont précipités avec des fonds massifs garantis par les contribuables. Cette action rapide et unifiée a protégé les déposants et stabilisé les TBTF. Sur le papier, aucun citoyen n'a perdu ses économies ou ses dépôts. Cependant, cette décision a eu un coût énorme. Le risque des défaillances du secteur privé a été transféré avec succès au bilan public, augmentant considérablement la dette publique et créant les conditions structurelles de l'entreprise économique qui a suivi. Plus important encore, cette action a cimenté le danger systémique, le risque moral, que le CSF était chargé de résoudre, car les banques et leurs créanciers savaient que lorsque leur risque excessif deviendrait toxique, le public et non eux en supporteraient finalement le coût, incitant au même type de comportement imprudent à l'avenir. La raison pour laquelle mon ami et moi avons eu l'impression d'être tombés dans un nouveau piège encore plus sombre, c'est que le CSF était chargé d'empêcher que ce renflouement par les contribuables ne se reproduise. Ils ont élaboré leur doctrine principale, les attributs clés des régimes de résolution efficaces. Le document était plus sec que du pain grillé, mais les implications m'ont frappé comme une vague de froid. Le plan n'était pas d'empêcher les banques de faire faillite, il s'agissait de changer qui paie quand elles le font. Nous, le peuple, encore une fois. En effet, la nouvelle règle concoctée par le CSF est que lorsque la grande banque fera faillite à l'avenir, les investisseurs et les créanciers de la banque devront payer le coût du nettoyage et non les contribuables. Mais voici le coup de théâtre, si l'on se souvient que les contribuables sont aussi des créanciers de la banque, ce que nous avons exposé dans l'épisode 2. En effet, nous, le peuple, serons toujours sur la sellette lorsque la prochaine crise financière mondiale éclatera. Et la plupart des gens ne réalisent pas que ces lois sont déjà en place, attendant juste que les gouvernements les appliquent et que les médias nous les vendent comme inévitables. Bienvenue à nouveau. Ceci est l'épisode 5 de notre série en 10 parties. Votre argent à la banque n'est pas le vôtre. Nous sommes à mi-chemin de la vérité. Si vous avez manqué les épisodes 1 à 4, ne vous inquiétez pas. Les liens sont dans la description, où ils pourraient apparaître à l'écran en ce moment. Les regarder vous donnera le contexte essentiel sur la création monétaire bancaire. Mais vous pouvez plonger dans cet épisode sur les renflouements bancaires sans perdre le fil. Voici le problème. Plus ces vidéos obtiennent d'engagement, plus vite nous pourrons publier le reste de la série. Chaque like, partage et commentaire nous aide à avancer et à bâtir cette communauté. Et bien sûr, à chaque épisode, nous révélons l'un des 10 livres essentiels qui ont façonné notre approche de l'indépendance financière. Ce ne sont pas que de la théorie.
Ce sont des cadres utilisés par des personnes qui ont réellement bâti leur richesse dans le monde réel. Dans notre dernier épisode, l'épisode 4, notre choix de livre était « Votre argent ou votre vie » de Vicki Robin et Joe Dominguez. C'est le guide fondamental qui vous aide à calculer ce que votre vie vaut vraiment. Restez avec nous jusqu'à la fin. Plus tard dans cet épisode, nous révélerons le livre révolutionnaire qui a inspiré notre exploration approfondie des habitudes étonnamment simples, souvent cachées, des millionnaires du monde réel. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et revenons à l'architecture des renflouements bancaires. Le CSF a donc complètement changé la donne. Ils n'allaient plus utiliser l'argent des contribuables. Au lieu de cela, ils allaient utiliser les passifs de la banque. Et quel est le passif le plus important et le plus fiable d'une banque? Les déposants de la banque. Plus précisément, les déposants non assurés et les détenteurs d'obligations. Yann poursuit avec son expérience. C'est là que j'ai enfin compris. Les élites mondiales n'avaient pas résolu le problème de la faillite bancaire. Je veux dire les causes profondes telles que la création de crédit, le système bancaire basé sur la dette, l'effet de levier caché, les produits financiers dérivés et les systèmes bancaires parallèles. Les élites voulaient maintenir ces réseaux de destruction financière massive à peu près intacts, mais elles ont mis en place de nouvelles règles, le cadre de renflouement interne, qui oblige les créanciers à devenir l'assureur ultime. C'est le risque caché. Les dépôts bancaires non assurés et les autres dettes bancaires ne sont plus seulement des passifs à payer, ils sont désormais une capacité d'absorption des pertes claques potentielles. Vous voyez, c'est le risque systémique caché du système financier. C'est une autre raison pour laquelle, au-delà de la limite assurée, votre argent en banque ne vous appartient pas entièrement. Le cadre du CSF était complet. Maintenant, chaque grande économie devait le mettre en œuvre. Ce n'est pas une théorie, c'est maintenant la loi du pays, cachée à la vue de tous. Essentiellement, la norme mondiale a établi une hiérarchie de renflouement interne claire. Cette hiérarchie dicte exactement qui paie en premier lorsqu'une banque s'effondre. D'abord, les actionnaires. Ils sont totalement anéantis. Ils perdent tout. Viennent ensuite les créanciers juniors. Ce sont des investisseurs détenant des dettes risquées. Ils absorbent la prochaine vague de pertes. Puis viennent les créanciers seniors. Ce groupe comprend les détenteurs d'obligations et, de manière critique, vos dépôts non assurés. Ils sont la dernière ligne de défense majeure à subir un coup. Mais ne paniquez pas complètement. Vos dépôts assurés, généralement jusqu'à 250 000 $ ou 100 000 €, sont protégés par la loi et sont la toute dernière chose à être touchée. L'objectif ? S'assurer que la banque dispose d'une capacité totale d'absorption des pertes, TLAC, interne suffisante pour être résolue rapidement et en douceur, sans dépenser un seul centime d'argent public. Yann et son ami ont minutieusement recherché la législation spécifique pour divers pays majeurs. Si vous voulez savoir quelle loi de renflouement interne s'applique à votre pays, il suffit de demander dans la section commentaires ci-dessous. Nous vous répondrons dès que possible. Maintenant, laissons Yann continuer. D'après mes recherches, le schéma est identique dans tout le G20. La loi est écrite, le système est en place et le public est inconsciemment aligné pour absorber le choc de la prochaine crise mondiale. Le cadre de renflouement interne peut sembler être un plan théorique, un document poussiéreux dans un coffre du gouvernement. Mais ne vous y trompez pas, il a déjà été testé dans le monde réel. En mars 2013, la petite nation insulaire de Chypre a fourni au monde le modèle en temps réel de la manière dont une résolution bancaire moderne est exécutée et qui en paie réellement le prix. Le secteur bancaire chypriote était énorme, 8 fois la taille de son économie entière. Lorsque ces deux plus grandes banques ont fait faillite, l'Union européenne et le FMI ont exigé une résolution qui évitait un renflouement financé par les contribuables. Leur solution a été un renflouement interne. À la Banque de Chypre et à la Laiki Bank, le gouvernement a imposé une solution radicale. Dépôts assurés, les comptes inférieurs à la limite garantie de 100 000 € étaient protégés.
Dépôts non assurés. Les comptes supérieurs à 100 000 € ont été saisis et convertis en capitaux propres de la banque. À la Banque de Chypre, les gros déposants ont perdu 47,5% de leurs fonds au-dessus de la limite assurée. À la Laiki Bank, encore plus en difficulté, les pertes ont été totales. Elle a été simplement fermée et les déposants non assurés ont perdu près de 100% de leurs économies. Ce n'était pas une liquidation lente et bureaucratique, c'était une amputation numérique fulgurante. En quelques jours, en fait, en un seul week-end, des millions d'euros ont été effacés des comptes d'entreprises, de retraités et d'investisseurs internationaux. Leur argent n'a pas seulement été perdu, il a été saisi et utilisé pour sauver l'institution. Donc, Chypre était en fait une preuve de concept. Elle a prouvé qu'à l'ère numérique, le renflouement interne peut être exécuté avant même que le public n'ait le temps de réaliser ce qui se passe. Le message mondial du Conseil de stabilité financière était clair. Le système où les pertes privées deviennent de la dette publique était terminé. À partir de ce moment, les propres créanciers des banques, y compris les plus gros déposants, deviendraient la principale source de recapitalisation. La loi de renflouement interne n'était plus une théorie. Elle est devenue un précédent avec Chypre. Et si cela a pu arriver aux déposants d'un pays européen en 2013, cela peut arriver n'importe où. La doctrine de renflouement des banques post-2008, renforcée par le cadre du CSF, compte parmi les pouvoirs financiers les plus extraordinaires jamais inscrits dans la loi. Plutôt que de chercher à empêcher les banques de prendre des risques extraordinaires avec l'argent des déposants et des créanciers, le G20 et le CSF ont simplement cherché à protéger les gouvernements de toute responsabilité supplémentaire. Bien que ces lois soient conçues pour empêcher la propagation du risque à travers le système mondial, une question massive reste sans réponse. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas simplement empêché les banques de spéculer sur les produits financiers dérivés à haut risque dès le départ? En inscrivant ces choix dans la loi à travers le G20, les gouvernements ont fondamentalement modifié l'architecture financière mondiale. Nous sommes passés à un système où la sécurité ne provient plus de la force intrinsèque des décisions d'une banque, mais plutôt du large pouvoir discrétionnaire des régulateurs de saisir et de convertir votre argent durement gagné pour prévenir un effondrement. En fin de compte, les autorités ont fait un choix. Elles ont choisi de protéger les spéculateurs et les mégabanques mondiales au détriment des droits de propriété des individus et des entreprises prospères. Ce risque n'est plus une simple hypothèse, il est désormais inscrit dans la loi. Il s'agit d'une architecture de confiscation silencieuse, dissimulée derrière une façade de sécurité soigneusement mise en scène. Notre objectif avec cette vidéo n'était pas d'instaurer la peur, il était de fournir de la clarté. Il s'agit de voir le système tel qu'il est réellement et de reprendre le contrôle de votre avenir financier, plutôt que de confier votre sécurité à des autorités qui ont bâti un cadre conçu pour privilégier l'institution plutôt que l'individu. Si vous avez trouvé cela utile, partagez cette vidéo avec toute personne que vous pensez chercher une véritable protection financière. N'oublions pas, les mêmes gouvernements et banques centrales qui prétendent protéger vos dépôts sont les mêmes institutions qui augmentent la masse monétaire et dévaluent la devise. Cette érosion silencieuse de la valeur monétaire est une autre menace massive, non seulement pour votre patrimoine, mais pour l'ensemble de vos moyens de subsistance. Dans le prochain épisode, nous découvrirons la vérité derrière l'effondrement monétaire. Comment fonctionne l'inflation, comment les banques centrales l'utilisent comme arme, et pourquoi chaque livre, dollar ou euro que vous détenez est conçu pour perdre discrètement de sa valeur. Mais pour l'instant, nous vous laissons avec ceci, le millionnaire d'à côté. Ce livre pose une question simple. À quoi ressemble une richesse réelle et durable dans un système bâti sur la dette, l'effet de levier et maintenant, les renflouements? Ces leçons sont un plan pour l'indépendance financière. La frugalité plutôt que l'ostentation, la valeur nette plutôt que le statut, et la discipline plutôt que la spéculation. C'est un manuel pour construire le type de richesse qui peut survivre et même prospérer en dehors des vulnérabilités du système financier moderne. Abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Dans le prochain épisode,
nous exposerons les mécanismes de l'effondrement monétaire et les stratégies qui vous aideront à sortir de l'illusion de stabilité que le système vend.